d'autres placements. Par la suite, vous possédez chacun une automobile et vous avez une maison et un chalet. Puisqu'on parle de bilan financier, sachez que depuis notre dernière rencontre, j'ai eu l'occasion de regarder votre dossier et je dois vous avouer que j'étais agréablement surpris de voir que vous aviez déjà en vos mains différents titres et que vous aviez même votre propre société de gestion. Donc, qu'est-ce que j'ai pu en retenir au niveau de votre répartition? C'est 80% axé sur le revenu de croissance, 20% au niveau des revenus fixes. On voit que, compte tenu du fait que vous arrivez à l'âge de votre retraite, on va pouvoir jouer là-dessus et le rééquilibrer de façon à avoir davantage de sécurité pour votre retraite. Et puis j'ai également noté votre désir d'investir dans des fonds à investissement socialement responsable. Donc on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard dans la présentation. Mais ceci conclut l'ensemble des informations qu'on a jugées pertinentes dans l'élaboration de votre planification financière. Donc, si on regarde les différents objectifs, vous nous avez demandé de prévoir la vente de votre entreprise, ce que nous avons fait. Par la suite, nous avons aussi regardé la vente de votre résidence et l'achat d'un condo à Montréal. Et finalement, au niveau de la retraite, vous nous avez demandé d'élaborer une stratégie de décaissement et une planification successorale. Si on revient maintenant au niveau de vos placements, comme je vous disais tout à l'heure, vous aviez un portefeuille qui était largement axé sur la croissance. Nous pensons qu'il est prudent de le rééquilibrer en passant sur un 60% revenu fixe liquidité et 40% au niveau de la croissance et fonds d'action. On va éviter, comme vous le savez, puisque vous avez votre propre société, d'éviter le stock picking. On va davantage axer sur des fonds, fonds mutuels, fonds de placement. Donc, au niveau de la proportion des 60% fixes, on va avoir des fonds hypothécaires canadiens, fonds hypothécaires américains, fonds d'obligations également, canadiens, américains, pour pouvoir diversifier, limiter le risque. Au niveau du revenu de croissance, on va avoir des fonds d'action canadiennes, américaines, pour diversifier au maximum. Ça, ce serait un profil, un portefeuille idéal. Au-delà de ça, on peut avoir et jumeler tout ça avec des fonds éthiques, des fonds comme vous en avez déjà. Donc on ne va pas y toucher, on va les conserver ceux-là, parce que c'est quelque chose qui a l'air de vous tenir à cœur. Et puis, compte tenu de votre profil, si je peux me permettre votre profil, vous avez un appétit du risque mesuré, compte tenu de la retraite qui est proche. Vous avez une situation financière confortable, des objectifs et des placements qui vont être en mesure d'être confortés par votre portefeuille qu'on a actuellement. Donc c'est quelque chose sur lequel, c'est une très bonne chose sur laquelle on va pouvoir travailler dès demain ensemble. Si on revient à un autre point qui vous était cher, c'était votre retraite. Vous avez actuellement 64 et 65 ans. La retraite est donc dans un mois ou un an et un mois pour vous, avec une espérance de vie de 90 ans. Notre objectif, notre stratégie actuellement, c'est d'obtenir et d'établir le coût de votre vie à l'occasion de votre retraite, donc très récemment, très prochainement. Et puis déterminer les sources de revenus que vous allez avoir pendant votre retraite, puisqu'ils vont être différents de ce que vous avez maintenant. Donc, et la planification de retraite, la démarche, elle est en 3 étapes. Donc si on regarde, on a commencé par déterminer votre coût de la vie. Il est actuellement de 75 000 et on sait que donc, dans un an, vous allez avoir un coût de vie indexé à l'inflation, plus vous nous aviez demandé à avoir 12 000 $ de plus, ce qui nous donne un total autour de 90 000 $ dont vous allez avoir besoin, nécessairement. La deuxième portion, elle est au niveau des revenus que vous allez avoir qui sont déjà sûrs et certains. Vous êtes sûr d'avoir à l'âge de votre retraite, qui vont être au niveau de la prestation de sécurité vieillesse et de la régime de rente du Québec. On arrive avec un 40 000 $ et ce qui nous donne en équivalent net autour de 28 666 $. Vous avez aussi sûr et certain votre REER qui est actuellement à 108 000 $ et lorsque l'on prend un taux de rendement qui est plus ou moins conservateur à 5%, on obtient un montant à 114 210 $ que vous aurez sûr dans votre REER. Ce qui fait que quand on additionne les revenus que vous allez avoir de prestations de vieillesse plus le REER que vous aurez à ce moment-là, il vous manquerait, si on arrêtait là, 1 200 000 $. On va voir que
justement, ce 1 200 000 $, on va être en mesure d'aller chercher grâce à la vente de votre entreprise. Ce qui fait que vous n'aurez aucun problème, vous allez pouvoir vivre comme vous le souhaitez. Donc maintenant, je vais vous parler un peu plus de l'aspect fiscalité de votre dossier. Donc tout d'abord, vous désirez vendre votre entreprise. Vous avez déjà trouvé un acheteur à qui vous faites confiance, qui vient, pour 2,5 millions de dollars. Donc, vous avez droit à une déduction pour petite entreprise. Donc, il y a plusieurs critères pour ça. Tout d'abord, il faut que ce soit des actions admissibles de petite entreprise, qui est votre cas. Ensuite, les actions doivent être détenues depuis plus de 24 mois, ce qui est également votre cas puisque vous avez l'entreprise depuis 1990. Ensuite, plus de 90% des actifs doivent être utilisés pour exploiter activement une entreprise à la vente. Ça pourrait poser problème, on doit donc vérifier ça avec vous. Et également, dans les 24 mois précédant la vente, 50% des actifs doivent être utilisés pour exploiter une entreprise activement. Donc, on doit purifier votre... donc, on n'avait pas les informations sur votre entreprise. On doit donc purifier, si besoin, vos états financiers pour s'assurer de ne pas avoir en placement ou en encaisse plus de 10% de vos actifs. Pour ce faire, on vous suggère de vous verser un dividende, ou à vous ou à un autre actionnaire, pour s'assurer d'avoir le moins de 10%. Donc, on a calculé, bien sûr, vous allez, malgré l'exemption, vous allez avoir un gain en capital à déclarer dans votre revenu. Donc, votre entreprise, vous la vendez pour 2,5 millions de dollars, puis vous avez un PBR de 100 dollars, ce qui fait un gain en capital de 2 499 900 dollars. Donc là, comme ça semble élevé, mais vous avez droit à une exemption de 800 000 dollars chacun, mais vous avez déjà utilisé 100 000 dollars là-dessus parce que vous avez droit à un maximum de 800 000 dollars à vie. Donc ça vous fait 1 500 000 dollars que vous pouvez utiliser en exemption. Vous avez donc un gain en capital imposable de 999 900 dollars, ce qui vous fait à la fin un impôt de 264 973 $. Donc, ça semble élevé, mais ça vous donne quand même un revenu net de 2,2 millions. Donc, comme on a vu précédemment, pour la retraite, on a un manque à gagner de 1,2 million. On vous conseille donc de prendre ce 1,2 million-là et de l'investir dans des fonds de placement sur différents termes, soit 1 an, 2 ans, 4 ans, 10 ans, pour pouvoir avoir accès à cet argent-là tout au cours de votre retraite. Puis, le montant restant, on vous conseille de l'investir dans une fiducie pour vos héritages parce que vous étiez inquiet de l'héritage de vos petits-enfants. On va vous parler un peu plus tard de la fiducie. Ensuite, vous voulez vendre votre maison pour vous acheter un condo plus raisonnable. Donc, votre maison vaut actuellement 500 000 $. Donc, on a pris pour acquis que c'était le prix que vous la vendriez. Et vous avez un PBR de 200 000 $. Ça vous fait donc un gain en capital de 300 000 $. Vous avez également droit à une exemption pour résidence principale. Toutefois, vous avez 2 résidences, soit votre chalet à Tremblant et votre maison. Et puis, on a remarqué que le gain en capital sur votre chalet était beaucoup plus élevé que celui sur votre maison. Puis également, puisque vous risquez de vendre votre chalet seulement à votre décès, on ne voudrait pas vous laissiez de l'impôt à payer à vos enfants. On vous conseille donc de prendre toute l'exemption pour résidence principale pour votre chalet, ce qui vous laisse tout de même, le gouvernement est gentil et vous laisse 1 année gratuite pour les 2 maisons. Donc, ça vous fait 2 années sur toutes vos années d'imposition d'exemption, ce qui vous fait une exemption de 27 273 $. Vous allez donc devoir payer des impôts de 68 000 $, ce qui vous fait tout de même un gain net de 400 000 $. Donc, vous souhaitez vous acheter un condo avec ça. Donc, c'est possible. Donc, on a pensé que vous pourriez vous acheter un condo à 400 000 $, plus les taxes, ça vous fait un condo quand même à 460 000 $. Vous êtes apte à prendre tout votre argent de votre vente de maison pour faire une mise de fonds. Et on prévoit que vous allez avoir également des frais à l'achat de déménagement, d'achat de meubles, etc., d'environ 20 000 $. On vous suggère donc de prendre une hypothèque pour le montant restant de 60 000 $. Puis, on vous suggère, puisque vous pouvez, de l'étaler sur 10 ans pour s'assurer que vos enfants n'auront pas à payer une hypothèque à votre décès. Donc, ça vous fait des paiements annuels de 7 000 $, à un taux d'environ 3 %. Puis,
Puis on a aussi dit que vous allez avoir des frais annuels, des frais de condo et des taxes municipales, etc., d'environ 10 000 $. Ensuite, vous prévoyez faire le tour du monde, ce qui est un très beau projet. Toutefois, il ne faut pas oublier qu'il y a vous avez des limitations. Vous ne pouvez pas quitter le Canada plus de 180 jours pour continuer à bénéficier du régime d'assurance maladie du Québec. Donc, ensuite, également, vous allez rester citoyen canadien. Donc, vous allez continuer à payer de l'impôt sur vos revenus gagnés ici, donc notamment vos retraits dans vos REER. Donc, il ne faut pas oublier ça. Ensuite, donc là, vous avez vos REER et vous prenez votre retraite dans seulement un mois à 65 ans. Donc, il y a deux choix qui s'offrent à vous, soit de continuer à garder vos REER ou transformer vos REER en fer, ce qui est pour nous l'avantage qu'on choisit. Donc là, bien sûr, il y a des choses à vérifier, il faut peser les pour et les contre. Les REER vous servent à épargner en vue de la retraite. Les fers sont plutôt une façon de retirer votre argent. Vous allez continuer à faire de l'intérêt libre d'impôt dans les fers ou dans les REER. Puis vous devez obligatoirement transformer vos REER en fer à l'année de votre 71e anniversaire. Donc, vous avez un minimum de retrait à faire dans vos fers, puis on a calculé environ 1 200 $ par année. Toutefois, on a calculé qu'avec une espérance de vie de 90 ans, vous allez pouvoir, en commençant à retirer de vos fers à 65 ans, vous pourrez retirer des montants de 8 700 $ par année, ce qui va venir vous aider à subvenir à votre coût de vie, en plus de votre 1,2 million que vous allez avoir investi dans vos. Donc, si on regarde votre couverture en assurance, vous allez souscrire à une police d'assurance de 2 500 $ qui est conjointe et qui va être versée au moment du dernier décès. Ça va permettre d'éviter de payer des impôts au premier décès, puisqu'on va pouvoir faire un roulement. Et donc, on croit que la couverture actuelle est suffisante parce qu'elle va vous permettre d'avoir une assurance vie au moment du dernier décès. Et puisque vous n'avez plus de revenus, étant donné que vous comptez prendre votre retraite, l'assurance invalidité n'est pas nécessaire dans votre cas, puisque vous allez avoir le fer pour pouvoir subvenir à vos besoins. Donc, si on regarde au niveau de la protection légale, dans le cas du mandat de protection, on croit que ça pourrait être une possibilité on croit que c'est nécessaire dans votre cas afin de pouvoir bien énoncer les conditions pour les conditions en cas que vous ne pourriez plus prendre de décision, soit en matière de vos finances personnelles ou comment vous voulez qu'on prenne soin de vous en cas d'inaptitude. Vous nous avez aussi fait part que vous n'aviez pas de testament, alors nous recommandons immédiatement d'aller chez un notaire afin d'avoir un testament notarié, ce qui va vous permettre de pouvoir nommer les héritiers et aussi d'éviter les tracas d'un testament holographique, donc un testament qui aurait été fait sans la présence d'un notaire et qui va nécessiter des frais au moment du décès pour l'authentifier. Donc, si on regarde votre planification successorale, ce que l'on recommande, c'est tout d'abord de commencer avec le transfert du fer au conjoint au moment du décès du premier conjoint. Par la suite, on peut transférer l'assurance vie aux enfants bénéficiaires afin d'éviter l'impôt. Notre recommandation principale dans votre situation, c'est la création d'une fiducie testamentaire. Elle comporte 3 avantages. Premièrement, elle va permettre de protéger les héritiers, tant vos enfants que vos petits-enfants. Et par la suite, ça va pouvoir mieux établir le contrôle de vos biens. Finalement, la loi en matière de fiducie a changé cette année, donc elle est en vigueur à partir de 2017. Et vous avez 36 mois pour pouvoir mettre en place le fractionnement de revenus si vous le désirez. De plus, étant donné que vous êtes propriétaire d'une société de gestion, la société peut vous verser 10 000 $ au moment du décès, qui va être non imposable pour les différents frais de décès. Donc, si on regarde la fiducie testamentaire, on aurait le fiduciaire, le bénéficiaire et le constituant. Dans votre cas, vous seriez le constituant et le bénéficiaire sera vos enfants et vos petits-enfants. Et finalement, le fiduciaire, ça peut être une personne de confiance qui va pouvoir administrer vos biens, puisque vous nous aviez aussi fait mention que vous aimeriez faire un don à une entreprise qui vous tient à cœur. Donc, si on regarde un peu le scénario pour la fiducie, elle va être créée au moment du décès du premier conjoint. Par la suite, le patrimoine qui avait été placé dans la fiducie va pouvoir servir à couvrir les dépenses du conjoint survivant.
au moment du décès du deuxième conjoint, la fiducie va être fermée, ce qui va entraîner des impôts au décès qui vont être transmis à la succession. Par la suite, vous nous avez aussi fait part que vous aimeriez faire un don à la fondation de l'Université Laval et de la Société canadienne du cancer. Donc, si on regarde, ça va être un transfert de biens qui doit être stipulé dans votre testament et le liquidateur va pouvoir procéder à ce don s'il a été stipulé dans votre testament et que les fonds nécessaires ont été placés dans la fiducie. Maintenant qu'on a parlé de toutes ces technicalités, on a parlé de tous les avantages dont vous pourriez bénéficier, on a trouvé bon de vous résumer quel est l'impact sur votre quotidien à partir de demain, à partir du mois prochain. Au niveau de votre budget annuel, qu'est-ce que ça va avoir comme impact, tout ce dont on vous a parlé? Au niveau de vos revenus, vous allez toujours avoir votre prestation sécurité vieillesse, votre régime de rente du Québec, tout ça c'est prévu. Vous allez avoir votre retraite dont vous parlez de 44 000 $ qui va provenir des fonds de placement qui viennent du million de dollars que vous aviez investi répartis sur 1, 2, 4 ans, 10 ans, comme on vous en a parlé tout à l'heure. Donc c'est là que ça intervient, 44 000 $ par an. Le retrait du fer qui doit être au maximum de 8 700 $ pour respecter tous les paliers. Ce qui nous donne un total de 90 000 $ et qui est supérieur à votre coût de vie estimé à le moment de votre retraite. Donc, par la suite, si on regarde le plan d'action, donc on vous a déjà mentionné le testament qui va permettre de pouvoir établir les différents fondements de votre fiducie. Par la suite, nous recommandons aussi d'utiliser nos services pour la vente de votre entreprise. Et finalement, vous pouvez procéder au passage du REER à un FER lorsque vous désirez prendre votre retraite dans la prochaine année. Donc, à présent, nous allons prendre des questions. Moi, j'ai une question au niveau de... Vous avez mentionné au niveau des revenus de retraite qu'ils avaient suffisamment d'actifs pour générer les revenus de retraite pour la durée de leur retraite là, de 25-30 ans, je sais, 25 ans. Est-ce que vous avez tenu compte de l'inflation à l'intérieur? Oui, à une inflation autour de 2,28%. Quand vous parlez de purification dans l'entreprise, est-ce que ça veut dire que je vais devoir reporter ma retraite si vous... Pas nécessairement. Si vous voulez, il n'y a pas de date, de temps limite pour le 90 %. C'est au moment de la vente que vous pouvez avoir 90 % en actif. Donc, vous pouvez vous verser un dividende et prendre votre retraite la semaine suivante. Il n'y a pas de problème. En autant que vous ayez le 90 % de votre retraite. Sauf que là, si je me verse un dividende, je vais payer de l'impôt là-dessus. Est-ce que vous avez tenu compte de ça dans les calculs? Oui, mais ça reste que c'est mieux de vous payer un dividende ou de séparer le dividende entre les 3 actionnaires ou un salaire. Bien, un dividende. Payer un dividende parce que ça reste que vous pourrez bénéficier de 800 000 $ de report d'impôt. Ça reste les mêmes. Donc, le versement de dividende, il sert uniquement à purifier la compagnie opérante. Ah, okay. En vérité, on a été conservateur puisqu'on n'avait pas le descriptif et tout le détail de votre compagnie. Donc, on s'est dit que ce serait le pire scénario que d'utiliser la purification. Mais on n'est pas forcément obligé d'en venir là si on respecte déjà toutes les conditions. C'est juste qu'on essaie d'être conservateur au maximum pour en pallier à tout scénario possible. Dernière question. Concernant l'analyse du placement, en sachant qu'on est dans un ère de changement politique, on a parlé de répartir le volet action au Canada et aux États-Unis. Je dirais à quel pourcentage, plus ou moins, puis pourquoi, selon ce qu'on peut projeter dans les années à venir? Je dirais davantage axé sur le Canada, pour être, compte tenu de l'évolution politique dont vous parliez. Davantage Canada, mais aussi une portion internationale, au-delà des États-Unis, pour diversifier le maximum. Mais un bon 55-60 pour le Canada et le reste réparti à Amérique et États-Unis. Justement pour essayer de se couvrir au maximum. Moi, j'aurais une autre question concernant l'acétate, ou la diapo où vous montrez planification de la retraite. Acétate, c'est un vieux mot. Hein? C'est ma couleur des cheveux qui fait ça. Vous dites REER disponible 114 000 en équivalent avant impôt, là, 114 210. REER nécessaire 1 292 000. Oui. Est-ce que vous considérez que moi et ma conjointe, on a des droits REER de cette hauteur-là? Ou non, comment? non, c'est ça. On a pris pour acquis que vous n'atteindrez pas ce montant-là parce qu'il y a le plafond d'environ 20 000 $ par année. C'est pour ça qu'on vous conseillait de mettre ça plutôt dans des comptes d'autres sortes d'épargne plutôt que les REER, des
régime non enregistré. OK, donc c'est du capital sur lequel seulement la croissance va être taxée. Hein, Exactement. OK. Puis quand vous calculez le budget à la fin, est-ce que vous avez tenu compte que c'est du capital déjà taxé? Oui. OK, donc dans les liquidités, la projection de liquidité, vous l'avez faite dans le temps, puis ça... Au niveau des rendements et de l'inflation. OK. Tout en étant conservateur, parce qu'on avait en plus un rendement autour de 5,5%. Donc ça pourrait même être davantage. Vous pourriez même avoir davantage de liquidité que ce qu'on a prévu là. C'était juste pour couvrir l'ensemble des scénarios et le pire, entre guillemets. Merci. Merci. Merci beaucoup. Je suis pas assez nombreux pour applaudir. Merci beaucoup. Bonne chance. Merci beaucoup. Félicitations. Félicitations. Ouais.